Alors, le titre de mon exposé, c'est une phrase de Nora. Confiance, je te l'ai dit, je ferai baptiser les enfants dès demain. On lit souvent que Joyce a rendu extraordinaire une femme ordinaire. On l'a répété même aujourd'hui. Si ordinaire, en effet, qu'il n'y a pas été jugé opportun de rassembler ou de transmettre ces paroles, confiées aux quelques lettres d'elle qui nous ont été conservées et qui sont dispersées entre les États-Unis et l'Europe, à ce jour, à ma connaissance, toujours inédites dans leur intégralité, ce qu'il en reste évidemment. Même la monographie que lui a consacrée Brenda Maddox, bien qu'étant un volume de plus de 500 pages, et bien que comportant à la fin un paragraphe intitulé « C'est Nora qui parle », fait parler d'elle. Nous ne pouvons donc nous y fier que partiellement. Nora, qui était-elle? Une provinciale rusée comme Greta, la campagnarde de The Dead, une maîtresse désinhibée et débridée, une imposteuse, je fais ici référence à la question de sa virginité réelle ou supposée. Ou bien s'agit-il d'une figure féminine modeste, peut-être peu intéressante, et pourtant dotée, comme certaines personnes ordinaires, d'un savoir y faire propre, que nous avons du mal à reconnaître en raison de la rareté des documents qui nous sont accessibles. Comme on le sait, et comme on l'a répété, le jugement de Lacan sur elle est lapidaire. Nora ne sert à rien, mais en serrant Joyce, elle a permis à l'un des écrivains les plus novateurs et les plus fous du XXe siècle de réaliser une entreprise linguistico-littéraire unique en son genre. Que signifiait pour une telle femme d'être la partenaire d'un homme de génie, soi-disant, l'expression ironique est de Nora, qui prétendait, cet homme, réaliser une relation sexuelle en l'ayant pour partenaire? Comment cette femme s'est-elle accommodée d'un amant et plus tard d'un mari, sans le confort de cette faille indispensable entre un homme et une femme, pour qu'un lien quelque peu aérien et satisfaisant soit maintenu dans l'amour, dans le fantasme, dans le symptôme? Comment a-t-elle pu passer toute une vie auprès d'un partenaire pour lequel elle était bien la femme élue, mais au prix de la plus grande des dépréciations? Et ce n'est pas tant parce qu'en consentant à devenir l'objet de sa jouissance, elle devenait la destinataire et la partenaire nécessaire des fantasmes coprophiles et obscènes de l'homme, que parce que ces fantasmes la confinaient à une place prédéterminée, décidée par lui, à laquelle elle se moulait en disant toujours oui. Une place d'où Joyce n'hésitait pas à pontifier que, je cite, « Il n'y a que deux formes d'amour dans ce monde, l'amour d'une mère pour son enfant et l'amour de l'homme pour le mensonge. » Ou bien, comme il l'écrira plus tard à son ami Frank Budgen, un lieu d'où il comprendra que das Weib, l'expression est à Joyce en allemand, est, je cite, parfaitement saine d'esprit, complètement amorale, fécondable, déloyale, séductrice, sournoise, limitée, astucieuse, indifférente. Et puis la citation de Goethe, « Je suis la chair qui dit toujours oui ». Comme on l'a noté, jamais Joyce n'a exprimé le désir de serrer Nora dans ses bras. Au contraire, c'est toujours lui qui a demandé à être serré. C'est qu'il n'a jamais fait d'elle l'objet cause de son désir, si l'on l'entend par cette expression, ce que disait Lacan, donc une femme qui lui soit acquise pour lui faire des enfants et que de ceux-ci, qu'ils le veuillent ou non, ils prennent soin paternel.
Et c'est la raison, on l'a répété même il y a peu, pour laquelle il y avait des drames chaque fois qu'un enfant naissait s'interposer entre guillemets entre eux deux, mais c'est aussi la cause de leurs enfants qui grandissaient sans aucune règle, avec les graves problèmes qui s'en suivaient. Nous savons que pour Nora, comme pour Joyce, la vie de couple n'a pas été facile. La littérature sur le sujet nous montre à quel point elle s'est sentie seule et désolée, comme Dalzell l'a rappelé aujourd'hui, dans les premières années de leur vie commune. La complainte de Bertha à Rome dans Les Exilés en témoigne. Je cite, « C'était beau, Dick, mais j'étais si triste, seule, oubliée par toi et par tout le monde. Je pensais que ma vie était finie. » Le manque d'argent, les cuites de James, ses flirts répétés avec d'autres femmes, des enfants qui grandissent et commencent à poser des problèmes inquiétants, un mari qui, dès son réveil, cherche ses lunettes et son carnet pour écrire des choses qu'elle trouve incompréhensibles, obscènes, en pot-pourri de tout, ces maladies de plus en plus invalidantes qui l'accompagnèrent constamment tout au long de sa vie et furent peut-être à l'origine de ses dépressions nerveuses, du problème de la chute des cheveux, peut-être même de cette tumeur pour laquelle elle fut opérée en 1928. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que tous deux ont connu plusieurs crises, plus ou moins graves. Enceinte de Georges, on l'a dit ce matin, Nora pleure à longueur de journée au point que Joyce s'interroge. Je cite, « Je ne sais pas quelle créature étrange et lugubre elle va mettre au monde avec toutes les larmes qu'elle verse. » Sans toutefois se demander s'il était impliqué dans son malheur et de quelle manière. L'année suivante, une lettre de Nora annonce à sa mère qu'elle va retourner à Galway parce qu'elle vivait avec un homme incapable de la faire vivre décemment. Mais le problème de l'alcoolisme de cet homme est encore plus grave que celui de l'argent. Un soir de 1908, alors que James quitte à nouveau la maison afin d'aller se saouler, Nora, qui a passé la journée seule avec de jeunes enfants, lui crie exaspérée. « Oui, va te saouler, c'est la seule chose que tu saches faire. Cosgrave m'a dit que tu étais fou. Je conjure que demain, je ferai baptiser les enfants. » Toujours en 1923, elle avoue à sa sœur Kathleen qu'elle aurait mieux fait d'épouser un homme comme leur père, qui, on le sait, était un alcoolique et avait été chassé de la maison par sa femme. En 1931, à nouveau, elle lui répète une énième fois qu'elle va le quitter et, rejetant toute tentative de faire la paix, elle lui crie « Va te noyer ». De tels épisodes sont à des degrés divers, sémés dans la vie de tous les couples. Il s'agit de voir quelle place ils occupent dans l'économie de la vie à deux. Ce qui fait l'histoire dans le cas de Nora, c'est qu'elle n'est jamais partie. Pourquoi? En cherchant une réponse, mon attention a été attirée par la répétition d'un terme, nonchalance, dans la description des deux amants faite par deux observateurs différents, son ami Alessandro Francini Bruni et Joyce lui-même. En décrivant le débarquement de l'écrivain dans le port de Pula, Francini note, non sans malice, je vous cite, « L'octeux et dépenaillé comme un mendiant, il traînait nonchalamment une valise comme une hyène pelée. De chaque fissure sortaient des choses qui se balançaient au vent, mais il ne prenait pas la peine de les rentrer à l'intérieur. » À son tour, en parlant de Nora, Joyce note qu'il a été immédiatement frappé par sa nonchalance, qui lui parut ensuite former une partie essentielle du tempérament féminin. La coïncidence des deux termes autour du mot nonchalance,
qui est une coïncidence, il faut le dire, d'ordre purement traductionnel, parce que les originaux utilisent d'autres mots, a eu le mérite de m'éclairer sur un point de jouissance partagé par le couple, celui de la nonchalance du jugement d'autrui. Nonchalance qui révèle chez chacun d'eux une façon essentiellement autoréférentielle de se comporter à l'égard des autres, une façon similaire de réaliser la métonymie de leurs propres valeurs phalliques sans tenir compte du prochain. L'histoire de Nora, avant sa rencontre avec James, est connue dans ses grandes lignes. Confiée par sa mère à sa grand-mère, elle lui en voudra toute sa vie. À la mort de sa grand-mère, elle est confiée à l'oncle maternel qui lui impose des règles et des interdits qu'elle contourne souvent. On sait qu'elle se faufile hors de la maison, vole des bonbons à une vieille épicière, flirte avec un garçon protestant, tandis qu'eux, il était catholique. L'oncle qui l'a découverte l'a battue de la canne. Résultat, 8 jours plus tard, Nora s'enfuit. Elle, à peine 20 ans, à Dublin, sans rien dire à personne, ni à sa mère, ni à son copain. Dans la capitale, elle rencontre Joyce, avec qui elle part, quittant à nouveau, sans un mot, le poste de femme de chambre de l'hôtel où elle travaille. Se souvenant, avec son biographe Gorman, de sa décision, biographe qu'il contrôlait, Joyce le censurait et il lui disait ce qu'il pouvait dire, ce qu'il ne pouvait pas dire. À propos de sa décision de partir à l'époque, James dit à Gorman que Nora était pour lui, guillemets, une force le poussant violemment à la fuite. De quoi Nora voulait-elle s'échapper? Comme pour Joyce, la dimension dans laquelle elle se mouvait était celle de l'exil. Cette dimension a certainement joué un rôle clé dans son couple avec lui. Les déplacements constants d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, les déménagements se sont succédés tout au long de sa vie, également à son instigation et pas seulement à celle de son mari. En ce qui concerne les débuts de leur relation, Joyce écrit que Nora est entrée dans sa vie « sauntering into his life », en promeneuse. Bon, ici, je disais, je saute. Exil de quoi? Apparemment de la maison maternelle, de Galway, de l'Irlande, en partie de la langue en seul mot, même si c'est pour des raisons différentes de celles de Joyce. Comment se fait-il que Nora n'ait ressenti que relativement tard, par exemple, le besoin d'avoir sa propre maison, meublée à son goût, et même alors seulement pour une courte période? Je pense que l'une des raisons doit être recherchée non pas tant dans la longue histoire des déménagements à laquelle elle a dû faire face en tant qu'enfant en raison de l'indigence de la famille, mais dans la manière singulière dont elle a pu réaliser une jouissance qu'elle voulait elle-même gérer. Le milieu dont elle est issue, Galway, un milieu bigot, a perçu son comportement comme incorrect et inacceptable. Ses jurons, ses flirts, ce non-respect des règles, a entravé en somme le désir d'expérience et de sexe de celle qui était désireuse de se mesurer à la vie adulte et de trouver de nouvelles opportunités pour elle-même. Ne pouvant compter sur le soutien de l'autre, mais au contraire sur une disqualification venant de cet autre, Nora a été amenée à constater que la désapprobation des autres ne la touchait pas et à se créer un champ parallèle à ce que ces autres voyaient, avec un plaisir peut-être enrichi par le fait de savoir que son comportement scandalisait et dérangeait les bien-pensants. Par exemple, elle aimait sortir la nuit habillée un homme dans un pays où tout travestissement était poursuivi comme un crime.
Nora a rompu avec toutes les entraves qui l'empêchaient de partir à la découverte du monde et s'est approprié ce qu'elle cherchait, au mépris de la volonté des autres. Nous pouvons, dans ces épisodes lointains, observer en filigrane la constitution d'un mode de relation à l'autre dans lequel Nora a réalisé son expérience d'un an tout seul. Je cite Lacan, « de l'an en tant qu'il n'est là ». On peut le supposer que pour représenter la solitude. Le fait qu'en effet l'an n'est noué à rien de ce qui semble être l'autre sexuel. Lors de leur première rencontre dans les rues isolées du Dublin, c'est Nora qui a pris l'initiative d'une approche sexuelle qui, selon James, a fait de lui un homme. Le jeune homme qui pensait draguer la fille a été introduit de manière inattendue par la fille dans le mystère d'un corps désirant. Et ce fut pour toujours. Lors de ce fatidique rendez-vous dans l'obscurité, le but dans lequel Joyce s'était rendue, c'est-à-dire s'approprier l'autre sexe, a été réalisé par sa partenaire plutôt que par lui. À partir de cet événement, Nora a exercé pour lui la fonction de réaliser ce que James voulait mettre en œuvre dans le sexe. Elle a été la partenaire active qui non seulement a généré sa satisfaction en tant que sujet, mais l'a relancée. Elle, la personne sans, je cite Joyce, le moindre mensonge qui avait osé lui faire confiance, comme il écrit en 1905 à son frère Stanislas. Des mots dans lesquels, je pense, on puisse retrouver la trace de cette force magnétique exercée par Nora à l'endroit de Joyce, à travers sa détermination à se procurer la jouissance sexuelle et aussi grâce à son absence de culpabilité, contrairement à lui, puisque, comme l'enseigne Lacan, pour une femme, le désir de l'autre est le moyen pour sa jouissance d'avoir un objet adéquat. Dans leur rencontre mutuelle, chacun utilise l'autre pour rechercher un sentiment d'accomplissement, de réalisation de la relation. Mais alors que pour Nora, la jouissance sexuelle, tant qu'elle existait, était recherchée à travers l'autre, c'est-à-dire que la satisfaction sexuelle naissait du rapprochement des deux et non de l'union, pour Joyce, la recherche de la jouissance passait par le besoin de réaliser la coaptation parfaite d'une forme masculine avec la féminine, comme cela se produit pour la main avec son gant. Placés par la vie en face l'un de l'autre, chacun s'est rendu disponible comme objet pour la satisfaction de son partenaire. Nora, heureuse de s'approprier celui qui l'avait fait sienne. James, la possédant, qui avait besoin de s'approprier lui en tant que phallus. Nora réalise l'achèvement du manque sous la forme de l'appropriation du mal qu'elle a fait sien. Et Stanislas sera scandalisé parce que Nora a exigé de James qu'il épluche même les légumes. Sa phallicisation, c'est-à-dire l'appropriation du phallus capable de lui redonner un supplément d'être là où il manque un signifiant pour dire la femme, s'est produite pour elle, outre qu'à travers le sexe, à travers le mot d'amour enchâssé dans les lettres de James. Vous vous rappelez ce merveilleux Nora, sais-tu ce qu'est une perle, ce qu'est un opale? À travers les poèmes que celui-ci lui a dédiés, des vers qu'on l'a rappelé même aujourd'hui, qu'elle connaissait par cœur et qu'elle a même récités à quelques reprises, bien qu'en les estropiant, l'accusait James. À travers la relation, enfin, qu'elle a eue avec le fils, à qui elle a confié la tâche de la compléter dans sa dimension de patoute, lui permettant en tant que mère de prendre une valeur de grand-fille. C'est peut-être grâce à cette capacité à s'approprier ce qu'elle veut que Nora n'a pas été anéantie par la confrontation avec le
sans limite de la demande de Joyce. Elle a réussi, certainement aussi grâce à son soutien à lui, à habiller l'image idéale qui recouvrait le vide de son être de femme avec des vêtements toujours nouveaux et superbes. Reste à savoir ce que devient l'amour lorsqu'une femme est orientée à partir des symptômes TH, c'est-à-dire de ce reste de jouissance singulière qui ne pose plus une question, mais plutôt une réponse d'existence. Peut-être celle-là même qui fut à l'origine de tant de réactions de Nora, comme lorsqu'à la célèbre tante Joséphine, qui l'invitait à se rendre chez son neveu adoré pour le consoler, car il était attristé par un énième refus éditorial concernant Jean de Dublin, Nora répondit « J'aimerais beaucoup mieux, tante Joséphine, qu'il descende manger la côtelette que vous lui avez gardée. » Avec cette indifférence typique qui a toujours fait souffrir Joyce. Merci. Merci beaucoup. Allora, grazie Jance. Allora la parola a Flavia Goyan. Merci beaucoup Jance pour votre bel exposé. En vous écoutant, je me suis demandé à partir des deux formes d'amour que vous avez citées, Nora l'aurait-elle aimé comme l'on aime un enfant, son Jim? Allora, se ho ben capito, aiutatemi. Allora, Joyce fa riferimento a due forme d'amore, giusto? Non, c'est pas Joyce. C'est que je pose une question à Jance. Due forme d'amore, come una madre ama un figlio e un uomo ama le sue menzogne. Oui? Oui. À partir de ces deux formes, en fait, effectivement, que vous avez citées, je me posais la question, est-ce que Nora aurait aimé Jim, enfin Joyce, comme une mère aime son enfant? Comment? Bah, come una madre ama un figlio. à ce que j'ai compris, disons que Nora a aimé Giorgio comme un fils, véritablement. Allora, per quel che ho capito, Nora ha amato Giorgio come un figlio. Ce que n'est pas arrivé avec Lucia. Elle est morte en caressant la joue de Giorgio qui était à son chevet. Allora, e questo amore non è stato destinato a Lucia, di fatto Nora è morta accarezzando Giorgio, i capelli. Okay. Et pendant le début de leur vie en commun avec Joyce, Nora s'est littéralement cramponnée à son enfant parce qu'elle était seule, elle était désolée. E bisogna dire che quando all'inizio della sua vita con Joyce, Nora si è letteralmente aggrappata a Giorgio per poterla sostenere in questa vita. Je ne sais pas si c'est le cas avec Joyce, parce que il me semble de retrouver dans ces mots qu'elle disait, d'un côté l'écho de ce que Joyce cherchait chez elle. Il voulait être dans son ventre. Allora dice, però non saprei dire se Nora ha avuto con Joyce il rapporto che si avrebbe con un figlio, perché è vero che Joyce formulava una domanda di questo tipo, cioè potersi ritrovare nel ventre di Nora. Mais je me demande effectivement quelle place elle a donnée à ses enfants en général. E invece io mi chiedo piuttosto che posto Nora ha dato ai suoi figli in generale. Parce que c'est ce sur quoi j'ai conclu. Il me semble plutôt qu'il était en fonction d'un complètement pour elle. Et donc c'est autre chose. Hein?
Qu'il était en fonction? De la compléter, disons. Tandis qu'avec James, le rapport était beaucoup plus orageux, beaucoup plus difficile, Allora, plus combattu. Jance dice il rapporto con Joyce, con James era molto combattuto, difficile e quindi lei si chiede che posto abbiano avuto invece questi bambini, se per caso non la completavano. C'est une question, parce que je n'ai pas de réponse. E differavano Giorgio e Lucia, e in modo molto diverso perché... Allora, Pierre-Christophe Catlino. Merci Jance de ton exposé. J'ai trouvé particulièrement éclairant la façon dont tu as amené au premier plan la sexualité, le rapport au sexe de Joyce et de Nora, et cette place très singulière que Nora a dans ce rapport au sexe, où elle lui restitue sa dimension phallique. Et ça, c'est quand même... Mi hanno detto che deve tradurre Valeria. Quindi, allora, Valeria Schiavone può tradurre? Va bene, allora in italiano, d'accordo. Quindi, je vous traduis Jean-Christophe. Quello che ho rilevato nel vostro intervento, Jance, è questo particolare rapporto di Nora con il sesso che restituisce gli restituisce quindi la dimensione fallica. Est-ce que vous seriez d'accord, est-ce que tu serais d'accord pour dire que dans cette façon de se mettre à la place de celle qui lui restitue sa fonction, Saresti d'accordo? de celle qui lui restitue sa fonction phallique, elle joue le rôle d'autre réel. E quindi saresti d'accordo nel pensare che mettendosi al posto di quella che gli restituisce questa dimensione fallica, gioca, pardonnez-moi, vous pouvez me redire un autre réel? Qu'est-ce que tu veux souligner avec ta question, ta demande de précision? Parce qu'il faut s'entendre. Je veux dire par là que c'est en tant que réel qu'à partir du réel, elle agit sur lui. Et elle ça le sollicite, c'est tout à fait. elle le sollicite du côté du sexe à partir de cette place réelle. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Agirebbe quindi, traduco in italiano, agirebbe quindi a partire dal reale ponendosi in questa situazione di restituzione della elle est funzione stimulante. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de poser une question à Yania? Oui. Ah oui, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé que ton exposé faisait apparaître la modernité de cette femme, Nora, qui jouit phalliquement comme un homme. Ho trovato che nel tuo intervento si appare questa veramente postura moderna di Nora che gode in posizione fallica. Elle est libre et désaliénée du nom du Père. Elle agit selon ses fantasmes. Agisce secondo i suoi fantasmi, libera e disalienata dal nome del Padre. Est-ce que ça ne serait pas ça qui la rend sensible à suppléer à la faiblesse de James à cet endroit-là? Non sarebbe questo che la rende in grado di supplire alla debolezza di James rispetto a questo? Je me trouve en difficulté à répondre à toutes ces questions qui sont absolument bienvenues et comment dire, nécessaires, parce qu'on n'a pas des sources suffisantes pour dire ce qu'elle
en réalité pensait, faisait, etc. Alors, je dirais que probablement ça a quoi faire avec cela, mais... Mi trovo in difficoltà per rispondere a queste domande che sono tutte benvenute e pertinenti, ma non abbiamo abbastanza fonti per capire davvero cosa pensasse Nora, come vivesse tutto questo. En tout cas, ce qui m'a frappé aussi, c'était qu'il y a un élément il y a des éléments de modernité, mais il y a aussi des éléments assez, comment dire, connus, c'est-à-dire cette femme qui quand même, bien qu'elle se soit disputée toute sa vie durant avec lui, elle a choisi pas un homme quelconque, hein? Donc, elle a terminé sa vie en disant que le monde ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire être la femme de l'écrivain plus important du siècle. Donc, il y a un trait hystérique, il me semble, assez évident. Ho notato anch'io questi elementi di modernità, però mi pare anche che ci sia un elemento isterico in Nora del fatto che si è in fondo ha litigato tutta la vita con Joyce e non ha mancato di far notare quanto sia stato difficile, si lamentava di quanto possa essere stato difficile essere la moglie di un uomo così importante. Del più grande scrittore del secolo. Mm-hmm. Del più grande scrittore del secolo. Sì. Anche Melmont sottolineava questo, cioè che lei è stata la moglie di un genio, cioè, e Melmont quanto... aussi soulignait ceci, qu'elle avait été la femme d'un génie. Avait-elle elle aussi besoin d'être renommée? Forse aveva bisogno anche lei di essere rinominata, di ricevere il nome? Chi sait? Anche lei di avere una nominazione. On ne peut pas le dire. Questo non si sa, può darsi, non possiamo dirlo. Vous avez fait toutes les deux dans vos exposés faire apparaître, enfin mise en valeur la question du rapport à la mère. Avete entrambe nei vostri interventi messo in valore il rapporto alla madre. Cette espèce de ressentiment de Nora très tôt du fait qu'elle avait été comme abandonnée à la grand-mère et son départ sans regret. Questa specie di risentimento da parte di Nora di essere stata abbandonata, lasciata alla nonna. Et chez Joyce, enfin chez James Joyce, en effet, cet enjeu, enfin à partir de la mort de sa mère, qui est articulé aussi dans ce qu'il affirme comme opposition à l'Église, aux valeurs traditionnelles, à la société. Il y a quelque chose, si je me souviens d'une lettre, où ça semble être articulé à la disparition de sa mère, enfin cette position de refus. E in Joyce questa posizione di rifiuto, di critica anche rispetto per esempio alla Chiesa, sembra articolarsi con la morte della madre. C'est ce qui m'a fait peut-être un petit peu tout à coup me poser cette question aussi. Nora, malgré effectivement le fait qu'il y a tenu tête à accepter tout cela, l'aurait-elle aimé comme un enfant? Je crois que quand même la situation des deux mères soit un peu différente vis-à-vis de leurs enfants, parce que, à ce que j'ai compris, Joyce n'acceptait pas le sacrifice de sa mère. Joyce non accettava il sacrificio di sua madre, quindi mi sembra che la situazione sia un po' diversa. En effet, mais il acceptait celui de Nora. Però accettava quello di Nora. La mère de Nora, quand même, a chassé le mari de chez elle. Alors, c'est quand même...
Ma la madre di Nora Sì, però no, aveva non direi buttato pas, fuori no. il marito di casa, quindi Mais Nora, elle était en mal de mer, elle-même. Nora, elle? Elle était en mal de mer, elle-même. la Nora sentiva la mancanza della madre con un gioco di parole, mal di mare, ma che in italiano non funziona con mal di madre, però è questo che vuole dire. Mal di mare, male di madre, cioè En mal, c'est-à-dire, oui, elle souffrait de cette absence, disons. soffriva dell'assenza della madre. Il y avait quelque chose dans sa Une structure chose qui ne avait été contre- forgé par cette, une chose ne disons, par cet contredit élément inaugural. C'era qualcosa nella sua struttura che era stato forgiato da questa mancanza inaugurale. Elle s'est adressée dans un moment de difficulté, elle s'est même adressée à la mère. Elle lui a écrit je rentre chez toi, chez vous, je ne sais pas. Mais une chose ne contredit pas l'autre, à mon avis. Bianci, on pourrait dire, si può dire che da stamattina, oggi esce fuori una questione che riguarda la madre, Sì. ma che non si colloca molto bene, nel senso, cette mère, qu'est-ce que c'est? C'est parce que Nora, alors, Nora era una donna non proprio ordinaria, non è che passava il suo tempo a dedicarsi alla casa, niente Certo. di tutto questo. Certo, certo. No? Nora n'était pas une femme qu'on dunque- peut considérer ordinaire, comme si elle passait tout son temps à s'occuper par exemple de la maison. Donc depuis ce matin, il y a quelque chose lié à cette question de la mère, mais c'est difficile de bien la saisir. En même temps, c'est pas ça une mère non plus, de s'occuper des choses forcément seulement de la maison. Ma del resto non è questo solo che costituisce una madre, il fatto di occuparsi delle cose di casa. Je me pose davantage la question d'un autre maternel, d'un autre effectivement qui, en dernier lieu, si vous voulez, est concerné là, dans cette position maternelle. Mi pongo piuttosto Ce l'hai. la questione di un altro materno, che in qualche modo quindi è tratto da questa posizione materna. Ok. Allora, dunque, voi capite? Ok. Sì, era il motivo per cui stavo traducendo io per riuscire, però c'è proprio difficoltà a capire. Allora, intanto naturalmente ringraziamo moltissimo tutti coloro che sono intervenuti, Françoise Rey, Janja Jerkov et Flavia Goyan. Très merci Flavia Goyan, Janja Jerkov et Françoise Rey pour cette deuxième partie de la journée dédiée évidemment à Nora qui reste presque un énigme encore. Alors on espère demain de jeter encore un peu de lumière sur ce mystère.